Bonjour, bienvenue aux notes de bas de page du commissaire à l'éthique et à la déontologie. Je suis François Corriveau, avocat auprès du commissaire. Je suis accompagné aujourd'hui de mon collègue et confrère Pascal Lévesque et d'Ariane Mignolet, la commissaire à l'éthique et à la déontologie. Bonjour à vous deux. Bonjour Alors, François. Bonjour François et Pascal. bonjour donc. Le sujet d'aujourd'hui, on parle d'un des volets les plus visibles de la mission du commissaire, les enquêtes. En fait, on a récemment publié un guide sur le déroulement des enquêtes, donc concernant les membres de l'Assemblée nationale, un guide qui est disponible sur le site web du commissaire à l'éthique et à la déontologie, qui est accessible à tous. Mais aujourd'hui, on veut prendre le temps pour discuter des différents aspects liés aux enquêtes et du déroulement du processus de ces enquêtes-là. Donc, un volet important de la mission du commissaire, n'est-ce pas, Ariane? Absolument, François. Je pense que c'est important. Cet épisode-là, on l'a déjà évoqué. Ça fait un certain temps qu'on se dit qu'on va s'y attarder. Et effectivement, la publication de cette note d'information nous donne le prétexte idéal pour aborder ce sujet-là. C'est effectivement un des volets de la mission du commissaire à l'éthique et à la déontologie. Ce n'est pas le seul. Évidemment, on a un volet un volet qui touche la prévention, donc l'accompagnement des élus. On a aussi un volet d'information, mais le volet des enquêtes est, comme tu l'as dit, François, certainement celui qui est le plus médiatisé. C'est une opportunité de démystifier un petit peu comment ça se déroule. C'est un volet quand même important pour la confiance du public, étant donné que c'est un des aspects avec lesquels le public peut prendre connaissance du travail du commissaire. C'est aussi la mesure par laquelle il y a un encadrement qui est fait des élus et du respect de leurs règles déontologiques. Donc, c'est un volet vraiment qui contribue beaucoup. Ce n'est pas, comme tu le disais, le seul qui contribue à la confiance du public, mais c'est quand même un volet important qui relève de la mission du commissaire. La question peut-être qu'on peut se demander, c'est pourquoi un commissaire pour mener les enquêtes? À une époque, les députés eux-mêmes assuraient la propre discipline là, des règles qui s'appliquaient en vertu de la loi sur l'Assemblée nationale. Donc, c'est quoi les bénéfices pour le grand public d'avoir une personne indépendante comme le commissaire, de mener ce processus-là là, du respect du code? Je ne sais pas si je peux Ouais. vous voir dans vos perspectives, vous qui en avez mené. Ben, écoute, d'entrée de jeu, là, je pense que poser la question, c'est y répondre. Là. Tu l'as dit dans ton introduction, là, le commissaire indépendant, je pense que c'est le mot-clé là-dedans. Il faut savoir que la discipline des membres de l'Assemblée nationale relève d'un privilège parlementaire, donc celui de régir ses affaires sans ingérence extérieure. Et donc, c'est l'Assemblée qui a, elle seule, le pouvoir de discipliner ses membres. Donc, le commissaire, la création d'un poste se fait vraiment pour l'exercice en partie de ce privilège-là. Et on a souhaité le donner, je crois, à l'externe, à une personne indépendante pour justement la confiance du public. Là, je veux dire, je pense que ça c'est un des éléments essentiels. Il me semble, je ne sais pas, Pascal, si tu vois plus que ça, si tu veux ajouter quelque chose. J'ajouterais à ça qu'il y a l'élément de l'impartialité aussi, le fait que la personne soit extérieure de la joute politique de l'Assemblée, fait en sorte que ça vient enlever la charge partisane qui pourrait être associée à la collecte des faits, à l'analyse des faits, puis à une recommandation de sanctions. Donc, les parlementaires ont jugé bon en 2010, l'année d'adoption du Code, de se dire, donnons ça à une personne externe, mais quand même liée à l'Assemblée nationale, mais avec des gens qui vont procéder aux enquêtes de manquement d'une façon telle que la personne ne sera pas influencée, même en étant de toute bonne foi. Là, les parlementaires se sont dit, en mettant ça dans les mains de quelqu'un qui est neutre au niveau de la partisanerie politique, ça va donner une garantie d'objectivité et d'impartialité dans la cueillette des faits, dans l'analyse, puis dans la recommandation de sanctions, le cas échéant. Puis tu fais bien, Pascal, de mentionner
Le commissaire, c'est des recommandations de sanctions qu'il fait. Il n'impose pas lui-même les sanctions. Ça reste l'Assemblée nationale qui reçoit le rapport et qui, après ça, décide sur la sanction qui lui est recommandée ou non par le commissaire. En fait, l'objectif du processus d'enquête, c'est de faire la lumière sur une situation, de présenter l'ensemble des faits qui ont eu lieu pour que les membres de l'Assemblée nationale puissent se faire une tête, je dirais ça comme ça, sur la situation, hein, ou la présence ou l'absence d'un manquement. Mais c'est aussi pour le grand public qui peut, après ça, en prenant connaissance du rapport, avoir lui-même cette perspective-là sur la réalité de la situation. Donc, ça fait partie aussi d'un rôle de transparence et de transmission d'informations qui est hyper important et qui est, à mon avis, facilité du fait que ce soit une personne qui est à l'extérieur du contexte parlementaire, ou du moins juste en marge du contexte parlementaire, là, qui soit chargé de cette mission-là. Peut-être qu'on pourrait se lancer dans le processus lui-même. Évidemment, le guide qui a été publié s'adresse principalement aux membres de l'Assemblée nationale. Donc, le commissaire à l'éthique et à la déontologie applique le code de déontologie des membres de l'Assemblée nationale, mais il est aussi responsable d'appliquer les règlements et les règles qui s'appliquent au personnel politique des cabinets, que ce soit les cabinets ministériels ou ceux des membres de l'Assemblée nationale. Donc, on va se concentrer beaucoup sur le processus qui s'applique aux élus, mais s'il y a des gens qui sont intéressés à connaître le processus qui s'applique pour le personnel politique, sachez que c'est très, très, très similaire. Le cas échéant, on pourra faire peut-être les petits ajustements sur les différences, mais pour l'essentiel, la base est là. Pascal, je te Oui, laisserai peut-être, ou Ariane, je ne veux pas te... Je voulais juste, peut-être juste préciser, tu dis évidemment à très juste titre que ça s'adresse aux membres de l'Assemblée nationale, bon, également au personnel politique, mais cette note d'information et donc aussi le balado qu'on réalise aujourd'hui, ça se veut aussi un outil pour partager avec le public aussi. On peut rarement répondre à des questions et donner des détails sur une enquête en cours, etc., mais au moins, là, ça donne une idée du processus. Et un processus qui est quand même très particulier. On dit toujours qu'on est un petit peu une bibite à part. Pardonnera l'expression, mais c'est vraiment donc on fait ce n'est pas du droit pénal, criminel, ce n'est pas purement non plus civil, administratif, disciplinaire. C'est un peu un mélange de tout ça, mais dans le cadre de l'exercice des privilèges, des droits et privilèges de l'Assemblée nationale, ce qui lui donne une coloration très, très particulière. Et donc, ça s'adresse aussi aux personnes visées par les enquêtes, mais également leurs avocats, leurs conseillers juridiques, parce que on le verra, je pense, tout à l'heure, on pourra en dire un mot. Donc, mais évidemment, une personne visée peut se faire aider d'un avocat. Et souvent, on a beaucoup de questions dans ces cas-là par ces procureurs-là qui ne connaissent pas les façons de faire. Donc, c'était aussi un peu à leur bénéfice. Je dirais qu'on a pensé faire cette note d'information et à qui on s'adresse aussi potentiellement aujourd'hui. C'était Oui. juste la petite Ah entrée non, avant que Pascal explique un peu. super intéressant, mais je pense que même avant de relancer là-dessus, puis Pascal, tu commenteras aussi, mais je pense qu'effectivement, on peut parler de la nature particulière des enquêtes parce que des personnes pourraient s'attendre à ce que ça prenne la forme d'un procès, ce qui n'est pas le cas. C'est un processus d'enquête, donc c'est un processus qui est inquisitoire et qui est effectué conformément au pouvoir de la loi sur les commissions d'enquête, ou du moins des mêmes pouvoirs que ce qui est accordé au commissaire en vertu de la loi sur les commissions d'enquête. Donc, c'est un processus qui est distinct là, de ce qu'on peut voir dans un procès pénal ou même déontologique, là. Absolument. C'est parce que dans ce cas-là, comme tu dis, on cherche à faire la lumière, donc on n'est pas là on n'est pas la partie adverse, si je peux dire, là, de la personne visée, loin de là. Donc, c'est un petit peu là-dessus. Je ne sais pas, Pascal, si tu, étant toi-même affecté, on ne l'a pas dit tantôt, mais je veux dire, je pense, Pascal, le préciser peut-être que tu es vraiment dans le secteur des enquêtes, là, donc dans l'équipe du commissaire, donc tu réalises des enquêtes pour le commissaire. Oui, et à ce titre, et comme c'est dans un style inquisitoire,
À la différence d'un procès classique accusatoire, d'un mode accusatoire où la preuve est administrée et gérée et présentée par deux avocats ou plus, des fois. C'est eux qui ont le rôle d'argumenter sur la présentation, la qualité de la preuve, les questions, les objections. Là, on se trouve dans un mode complètement différent où là, aux enquêtes, on se trouve à être plus de façon, je dirais plus de façon neutre et impartiale. On veut faire la lumière sur les faits. Alors, à chaque témoin, ce n'est pas c'est le témoin de la commissaire, mais c'est pas le témoin de la poursuite ou de la défense. Alors, à ce moment-là, les règles par exemple, les règles pour ceux qui sont familiers avec ça, les règles des questions ouvertes par rapport à une question directe, par exemple une question fermée, là, c'est beaucoup plus flexible, c'est beaucoup plus, essentiellement, c'est des questions de type ouverte, où on va demander des précisions. Il peut y avoir des questions fermées, mais d'emblée, avec les témoins, c'est pas la même façon d'aborder le témoin que, par exemple, dans un procès criminel ou même dans un procès civil en litige. En fait, contrairement à un procès civil où les parties sont responsables du procès ou dans un procès pénal où, encore une fois, c'est les parties qui présentent leur affaire, c'est ici la commissaire ou le commissaire, l'institution qui mène l'enquête, donc qui mène l'ensemble du processus et ça lui appartient. Absolument. Je ne sais pas si là, on sent bien qu'on a beaucoup de choses à dire et on a plongé dedans, on est dans la nature, tout ça. Peut-être qu'on pourrait se lancer dans l'ouverture d'une enquête parce que, bon, il y a des règles qui sont prévues et une enquête, il y a des façons qu'une enquête peut commencer. Donc, je ne sais pas si on pourrait revenir un petit peu comme au début, on saute d'un sujet à l'autre, mais je pense que ça prouve qu'on a beaucoup de choses à partager là-dessus. Peut-être parce que je pense qu'il faut le dire dès le début, un citoyen ne peut pas demander l'ouverture d'une enquête. Donc, ça, c'est peut-être dès le départ le mentionner. Une enquête, il y a deux façons d'ouvrir une enquête. Donc, je peux recevoir une demande qui vient d'un élu et qui me demande de faire enquête sur un autre élu dans une situation donnée. Et l'autre manière, c'est que je peux commencer une enquête à mon initiative. Et donc, quand on dit qu'un citoyen ne peut pas demander une enquête, c'est vrai, mais il peut me transmettre de l'information. Et donc, on reçoit beaucoup d'informations de cette manière-là par le public notamment, qui peut me faire part de n'importe quelle situation et moi, je vais y donner les suites appropriées. Donc, je pense que c'est important de le mentionner dès le début. Effectivement. Puis ensuite, la question, c'est une fois qu'une enquête est, ou soit que les faits présentés ou exposés sont suffisants, autant au moment où il y a une demande qui est faite, la première étape, c'est évidemment de faire quelques vérifications. Oui, mais je dirais avant même ça, si tu me permets, Je te permets. tu viens de mentionner rapidement un point qui, je pense, est essentiel. Quand on soumet une demande, donc quand un député me demande de faire enquête sur un autre député, il doit avoir des motifs raisonnables de croire qu'un manquement au code pourrait avoir été commis. Et à ce titre, il doit soumettre des éléments probants. Il doit quand même me soumettre des faits qui soutiennent son allégation. C'est très important parce que il ne peut pas s'agir d'une partie de pêche. D'accord? On ne peut pas juste demander au commissaire de faire enquête parce qu'il semblerait, juste pour aller vérifier si tout se passe bien, s'il n'y a pas quelque chose de répréhensible. On ne peut pas faire ça, évidemment, parce qu'on ne peut pas, je pense que la raison principale, c'est qu'on, comme institution parlementaire, on ne peut pas être, en fait, c'est pour ne pas être utilisé de manière partisane. C'est un souci constant dans le secteur des enquêtes, ça, que l'institution soit amenée à être utilisée comme un outil ou
mécanisme un peu partisan. Donc, pour éviter ça, il y a des éléments essentiels à rencontrer pour formuler une demande. Puis ça, je pense que c'est vraiment essentiel. Puis des fois, comme tu l'as dit, François, on peut nous-mêmes faire des vérifications, mais avant même ça, je pense qu'il fallait quand même mettre la table au niveau de ce qui est requis pour débuter une enquête. Puis ce sera peut-être intéressant d'ajouter, pour quand c'est des informations qui viennent des citoyens, il ne faut pas, puis là, pour les citoyens qui nous écoutent, ce n'est pas parce que vous avez vu une situation et que vous communiquez l'information qu'automatiquement, ça va déclencher une enquête. Des fois, c'est parce que plusieurs personnes vont donner des informations qui vont venir se corroborer. Des fois, parce que ce n'est simplement pas la mission du commissaire d'étudier cette question-là, ça ne pourra pas faire l'objet d'une enquête. Puis, ça nous permet aussi de parler du rôle des médias. Quand il y a des journalistes qui font enquête ou qui mettent à la lumière des situations, ça peut être aussi là, pour le commissaire une source d'information où il y aura matière à approfondir une question. Donc, toutes sortes de situations qui peuvent déclencher des enquêtes. Donc, Absolument, parce qu'on fait de la veille. Là. Tu parles des médias, des citoyens, mhm. mais notre rôle aussi, c'est de faire de la veille là-dessus et de suivre l'actualité. Donc, une enquête est déclenchée. La première étape, Je pense que Pascal. oui, c'est ça. J'allais dire la première étape, je pense, collecte de la preuve. Peut-être que Pascal, tu pourrais nous expliquer Bien, comment ça fonctionne. une fois que l'enquête est débutée, puis bon, la personne visée par l'enquête en est informée parce que, évidemment, tout le long du processus, la personne n'est pas prise par surprise. Ça fait partie on va en parler plus loin, mais sa défense pleine et entière. Il n'y a pas il y a pas de cachette. Euh, mais au début, euh, là, on se fait ce qu'on appelle un plan d'enquête. Et là, il faut déterminer qu'est-ce qu'on va aller chercher. Et là, pour éviter ce que j'appelle le phénomène de vision tunnel, on essaie d'aller chercher tout ce qui est raisonnablement disponible pour, dans notre plan d'enquête sur qu'est-ce qui est raisonnablement disponible qui pourrait prouver ou pourrait montrer qu'il n'y en a pas eu de manquement. Alors, c'est un test objectif, c'est une recherche objective, euh, à la différence d'un procès où là, c'est plus orienté, on va chercher les faits qui appuient notre théorie de la cause. Là, on n'a pas d'idée préconçue. Euh, et là, on va chercher ces éléments-là, et là, on s'établit un plan de match. Évidemment, il faut s'assurer aussi que quand on va chercher des témoignages, des fois, c'est des parlementaires, leur personnel ou des gens de l'externe. Il faut s'assurer autant que faire se peut de pas influer. On peut se servir, évidemment, on les cite à témoigner, mais il faut autant que faire se peut, pas contrecarrer. euh, on essaie de les accommoder pour ne pas contrecarrer leur fonction parlementaire. Parce que ce sont des gens, surtout pour les parlementaires, ils ont des commettants envers qui ils doivent rendre des comptes. Donc, mais généralement, ça se fait quand même assez bien. Et puis, la collaboration, en général, là, des parlementaires est assez bonne. Là. Les gens comprennent que, que quand la commissaire demande d'avoir de l'information ou envoie une citation à comparaître, les gens comprennent ça. Cette planification-là, elle ne se fait pas non plus entièrement en silo parce que, évidemment, la personne qui est visée par l'enquête est appelée à faire des observations préalables sur la situation. Elle peut elle-même suggérer qui pourrait être intéressant comme témoin ou quel type d'information pourrait être validée. Donc, quand tu dis les gens collaborent, oui, les témoins en général, mais les gens aussi, généralement, qui sont visés par les enquêtes, collaborent beaucoup au processus. On discute également quand c'est des demandes d'enquête qui viennent des autres parlementaires avec les demandeurs pour voir aussi soit à compléter leur demande ou avoir aussi un peu plus de détails. Donc, c'est un processus initial qui permet de mettre la table pour toute la suite de la cueillette d'informations pour les enquêtes, là. Absolument. Moi, je pense que c'est important. C'est comme dès qu'une enquête est ouverte, dès que le processus s'enclenche, il y a un dialogue
qui commence avec la personne visée. Je pense que c'est vraiment important et comme on parlait de collaboration, c'est essentiel. Et à tout moment, je prends la peine de le dire dans les communications écrites ou quand on parle à la personne, qu'à tout moment, la personne visée peut nous faire part d'informations. Il n'y a pas de, bon, ben, c'est seulement à telle étape, seulement à telle étape. Le plus possible le processus. Tant que l'enquête n'est pas terminée, ben, je veux dire, c'est à tout moment là, que je vais accepter qu'on me donne de l'information pertinente. Ça, c'est évident. Donc, puis dès le départ, tu l'as dit, François, bon, dès les premières communications, on va inviter la personne visée à nous faire part de tout ce qu'elle estime essentiel pour comprendre le déroulement, comment expliquer la situation de son point de vue. Donc, ça peut être des communications, ça peut être la rédaction d'une lettre qui explique, ça peut être la transmission de documents, ça peut être une liste de personnes qui seraient pertinentes de rencontrer. Ça, je pense que puis on en tient compte, évidemment. Là. Ça, puis pour moi, ça me paraît essentiel là, pour justement, quand on a dit tantôt le processus, le fait que le commissaire est maître de la preuve, mais ce faisant, je suis évidemment grandement ouverte. Tu parlais tantôt d'une vision tunnel absolument qui est à éviter, Pascal. Donc vraiment, on essaie de prendre toutes les sources d'informations et pour avoir toutes les informations pertinentes. Donc ça, c'est très important. Ça pourrait être effectivement un bon point pour parler de la cueillette de la preuve. Ah, la preuve est recueillie de trois façons essentiellement, de deux façons essentiellement, mais il pourrait en avoir une troisième. La première étant la preuve testimoniale. Bien sûr, les gens, on va leur parler. Et puis là, maintenant, on a passé à travers la pandémie, fait que là, on a utilisé de plus en plus. En fait, ça a été le mode opératoire durant la dernière année en visioconférence. Alors, on parle aux gens et on les enregistre quand ils font leur témoignage avec un sténographe pour assurer la fidélité de ce qui a été recueilli. Ça, c'est la première des façons. Et, évidemment, il y a beaucoup de documents aussi. Il y a beaucoup d'échanges de courriels, de documents, de communication. Et il pourrait avoir techniquement de la preuve matérielle, mais ça, pour l'instant, c'est plutôt rare parce qu'essentiellement, avec les témoignages puis la documentation, on a déjà un bon bout de chemin de fait. Des témoignages écrits aussi, des questionnaires qu'on a utilisés, entre autres, pendant la pandémie de COVID-19, adaptation au contexte, évidemment. En effet, on a l'option d'y aller par voie de questionnaire. Des fois, c'est pas approprié parce que on veut ou la commissaire elle trouve ça plus juste de voir d'entendre la personne qui va leur dire de façon plus spontanée, dans ses propres mots, avec ses hésitations, son non-verbal. Tandis que quand c'est quelque chose de très, très factuel, très objectif, par exemple des statistiques, là, on peut y aller avec un questionnaire. Et évidemment, la personne visée, elle, va avoir beaucoup d'options, beaucoup de façons. On va souvent lui demander, elle va être au courant où on est rendu dans le processus et puis elle va pouvoir aussi, et généralement, on va vouloir la rencontrer de vive voix. Mais on peut venir préciser des choses avec elle, peut-être de façon par la suite, là, avec des échanges courriels, mais habituellement, ça se fait de vive voix. Et ça se fait à huis clos également. L'image que les gens peuvent avoir en tête, c'est encore une fois celle des procès où l'avocat de la personne qui se défend contre-interroge et intervient dans les interrogatoires. Ici, c'est des témoignages qui sont faits donc en présence du commissaire et avec les personnes qui s'adjoignent à elle pour mener l'enquête. Mais à ce moment-là, c'est vraiment... il y a des obligations là, de respecter le huis clos pour les témoins qui sont quand même importantes pour le déroulement de l'enquête. Absolument, mais ça implique effectivement donc, que la personne visée par l'enquête n'est pas présente lors des rencontres avec les témoins. Par contre, je pense qu'il est important de mentionner qu'une fois la collecte des faits qui est terminée, une fois qu'on a rencontré tous les témoins qu'on avait identifiés, une fois qu'on a reçu tous les documents, à ce moment-là, on va
procéder à la rédaction, en quelque sorte, de l'exposé des faits, qui va un peu résumer donc tout ce qu'on a comme information. Et là, on va le soumettre à la personne visée. Donc, comme tu l'as dit tantôt, François, il n'y a pas de... Pascal, je ne sais plus, il n'y a pas de cachette. On fait tout ça, évidemment, de manière ouverte. Donc, on transmet à la personne visée un résumé des faits, de tout ce qui est pertinent. Tout ce dont on va se servir pour l'analyse va être remis donc sous la forme en fait, c'est la première partie du rapport. C'est un projet de la première partie du rapport qui est soumis à la personne visée. Et là, elle a le loisir on va recueillir ses commentaires. Est-ce qu'on a bien compris? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez ajouter? Est-ce que ça vous a fait penser à d'autres choses, une autre personne à rencontrer, etc. Donc, ça, c'est une étape qui est bien importante. Et une fois qu'on a recueilli ça, c'est là que l'analyse commence. Donc, quand on a tous les faits devant nous et que tous les faits qu'on a recueillis, la personne visée est au courant de ça. Et donc là, on commence l'analyse à partir de ces faits-là. Donc, on analyse le droit applicable eu égard aux faits. Puis tu nommes bien de dire la personne a été avisée, elle a émis ses commentaires. Dans un monde idéal, tout le monde serait d'accord sur tous les faits tout le temps. Mais ici, c'est pas un projet qui est rédigé de façon collaborative avec la personne visée par l'enquête. Mais au moins, la personne qui est visée par l'enquête peut commenter pour voir s'il y a des faits qui manifestement ont été mal compris, mal perçus ou sont contradictoires par rapport à la perspective que la personne a. Elle peut soumettre d'autres informations, mais c'est ultimement Madame la commissaire qui a le dernier mot là, sur son rapport. Oui, puis on va le dire, des fois, je veux dire, le rapport va en faire état de dire, bon, ben, la personne visée considère peut-être que cet élément-là n'est pas pertinent ou que, etc. Puis je vais expliquer pourquoi je le considère ou je ne le considère pas. Donc, on va s'assurer généralement de mettre dans le rapport tous les arguments aussi là, qui ont été soulevés. Là. Donc, même si on considère, si moi, dans l'analyse, je l'écarte ou je le retiens, on va le mettre. Là. Ça fait partie au droit à une défense pleine et entière. Là. Ça, c'est très important, je pense, de le souligner. Et après ça, on tombe sur la partie préférée des avocats, l'analyse du droit applicable. Je l'ai dit en début, un des objectifs des enquêtes, c'est évidemment de déterminer s'il y a eu manquement ou non, soit au code de déontologie des membres de l'Assemblée nationale ou dans le code du personnel politique, là, aux règles ou au règlement. Mais ça implique évidemment de faire une analyse du droit et voir si les faits s'y appliquent. C'est un processus là, qui prend quand même du temps parce qu'il y a des analyses complexes et des questions nouvelles souvent qui sont soulevées. Ben, pas souvent, je dirais presque tout le temps, des questions nouvelles. Je veux dire, le code est nouveau. Je veux dire, il y a pas de... Il y a rarement un cas où on se dit, bon, ben voici, application classique, merci, au revoir. Je veux dire, tout est matière à réflexion. De toute façon, l'éthique et la déontologie, c'est en grande partie, on n'arrête pas de le dire, c'est une question de contexte. Donc, le contexte, les faits sont extrêmement pertinents pour l'analyse du droit. Et donc, dans chaque situation, c'est différent et on développe encore, on interprète encore, je veux dire, c'est 10 ans, je veux dire, on est en 2021, là, quand on enregistre cet épisode, ça fait même pas 10 ans que le code est en vigueur. Donc, je veux dire, on s'entend que pour une institution, c'est très jeune et c'est amené à se développer. Donc, la réflexion, elle est très importante et elle est très importante à faire, mais elle est très importante à expliquer. L'analyse du droit, je pense que c'est essentiel que dans les rapports, elle soit expliquée grandement. C'est pédagogique. Je veux dire, c'est très important et ça donne des informations pour des interprétations futures ou des avis qu'on va donner. C'est évidemment l'interprétation qu'on fait, elle nous sert tant en prévention que dans les enquêtes et je pense que c'est très important de l'expliquer le plus possible, le plus clairement possible.
Alors, une fois que la preuve est recueillie, que les faits sont appliqués en lien du droit, il y a des conclusions qui sont tirées de ça. Peut-être avant de parler, par contre, de l'issue du rapport et de sa production, peut-être important de parler, tu en as fait écho tantôt, Pascal, des droits à une défense pleine et entière qui est garantie par le Code aux membres de l'Assemblée nationale. Euh, donc, différents droits qui sont quand même intégrés au processus d'enquête d'une façon qui doit être distinctive. On n'est pas, on le répète, je pense, depuis le début, les enquêtes ne sont pas un procès, donc ça ne peut pas s'appliquer toujours de façon classique, mais il y a quand même plusieurs droits qui comprennent ce droit à une défense pleine et entière, dont, premièrement, les observations qui sont fournies par la personne visée. En effet, c'est le principe de base du droit d'être entendu, le droit de savoir qu'est-ce qu'on vous reproche, si on vous reproche quelque chose, d'être correctement informé de ça, puis après ça, de pouvoir avoir l'opportunité raisonnable de pouvoir faire des observations en fonction de ça. Un autre droit qui aussi s'est développé, c'est le droit d'être représenté, mais pas dans le sens où on l'entend. C'est-à-dire que la personne peut être représentée par avocat, mais comme c'est pas un système accusatoire où ce sont les avocats qui gèrent la preuve, mais c'est la commissaire, c'est son enquête à elle. Alors, à ce moment-là, c'est plus un rôle de conseiller, c'est un rôle plus effacé, où l'avocat va donner conseil à la personne visée sur la façon d'aborder ça, sur sa perspective par rapport aux questions qui sont demandées. Mais le cas classique là, de l'objection, votre honneur, ça n'arrive pas dans le cas de nos enquêtes. Ensuite de ça, c'est le droit aussi de savoir où on est c'est un peu un accessoire, savoir où on est rendu dans le processus. Ça aussi, c'est important, ça va arriver parce que ces personnes-là, souvent, euh, il y a un stress qui est associé à ça. Puis pendant ce temps-là, il faut souligner que souvent, ça peut être des cas qui ont été déjà médiatisés. Et Mhm. il y a une impression qui est créée dans le milieu médiatique, qui peut ne pas être celle qu'on a aux enquêtes, où on est beaucoup plus neutre, beaucoup plus posé, et on n'est pas soumis aux aléas de la vindicte populaire ou de la partisanerie politique. On est moins Euh, touché par ça. Et aussi dans une Néanmoins, perspective d'avoir tous les faits et donc d'avoir la nuance nécessaire pour analyser l'ensemble de la situation, la lumière de la réalité, là. exact. Et là-dessus, quand même, la personne, elle, peut subir les contre-coups. À ce moment-là, elle va s'informer auprès de la commissaire où on est rendu. Évidemment, tout en étant prudente quant à sa prérogative, et là, Ariane, tu peux me corriger, mais la commissaire va donner l'information qu'elle peut donner à la personne pour lui dire où on est rendu, sans bien évidemment, tout en étant prudente, en protégeant le processus. Oui, évidemment. Je veux dire, on informe quand même où on en est rendu. Bon, c'est généralement de toute façon très difficile de dire, bon, il me reste exactement tant de jours, tant de semaines. Non, mais bon, le cheminement, évidemment, on en informe la personne visée. J'aimerais ça peut-être apporter une petite précision quand on parle de défense pleine et entière, les différents droits en cause. Tu l'as mentionné rapidement, Pascal, de savoir, un des droits de savoir ce qui nous est reproché. Peut-être une petite précision qu'on l'a peut-être pas fait tantôt quand on a parlé de l'ouverture de l'enquête comme telle, mais quand c'est à la demande d'un député, alors évidemment, on va transmettre la demande Mhm. d'enquête à la personne visée pour qu'elle voit exactement ce qui est allégué. Et dans le cas d'une enquête à l'initiative de la commissaire, on parle d'un préavis d'enquête. Donc, à ce moment-là, même le Code prévoit que quand c'est à l'initiative, on doit informer la personne visée qu'une enquête débutera dans un certain délai. On doit donner un délai raisonnable. Généralement, on peut donner une dizaine de jours, une semaine, dépendant, mais des fois, c'est parce que c'est déjà médiatisé ou des fois non, mais pour que elle soit informée, le préavis va comprendre donc les informations, là, les articles en cause, les faits. Donc, parce que le critère, on l'a évoqué tantôt, là, avoir des motifs raisonnables de croire qu'un manquement
a pu être commis, c'est le critère qu'on demande aux députés de remplir quand ils formulent une demande, je me le donne à moi aussi, là. Je veux dire, c'est évident que, je veux dire, moi, il faut que j'ai des motifs raisonnables, il faut que je sois, que j'ai des faits qui m'amènent à penser qu'il peut y avoir un manquement, là. Moi, ce que je demande comme critère, je refuse d'enclencher des parties de pêche, ben moi aussi, là, je veux dire, c'est la même chose, là. Je vais pas juste m'assurer que tout va bien. Bon, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Fait que ça, je voulais le mentionner là, au chapitre de. Puis c'est important, Pascal, quand tu disais que les avocats agissent comme conseillers auprès des élus, si les élus le souhaitent, ben, d'avoir une idée de c'est quoi les articles qui sont soulevés ou auxquels pourrait avoir eu un manquement, ça permet aussi à l'avocat de conseiller son client en disant, ben ça c'est l'article qui s'applique, ça c'est les analyses de droit que on peut suggérer, notamment au commissaire. Nous, comme avocats ou commissaires, on connaît bien notre loi, on connaît bien nos analyses par rapport à ça et on continue de les travailler. Mais d'avoir des confrères de l'extérieur qui pourraient aussi avoir des analyses à nous suggérer, moi, je serais toujours heureux de discuter de droit avec n'importe qui et tout le temps et avec des confrères en général. Donc, ça peut être aussi une façon de le faire. Puis d'avoir cette connaissance-là de qu'est-ce qui est spécifiquement reproché et nécessaire pour tout le déroulement. C'est particulièrement important, on le disait tantôt, là, de bien expliquer, d'être le plus pédagogique possible dans les rapports d'enquête, parce que souvent, c'est les seuls documents qui font état de notre jurisprudence. Et donc, quand un conseiller juridique aide une personne visée dans le cadre d'une enquête, c'est pas évident parce que l'interprétation, elle est, on le dit souvent, là, c'est un des enjeux, c'est de faire connaître l'interprétation parce qu'elle est essentiellement contenue dans des avis confidentiels. Donc, c'est pour ça que lors des enquêtes, on essaye le plus possible de donner d'informations sur l'interprétation et ça, parce que c'est la seule chose qui est disponible pour les conseillers juridiques, c'est les anciens rapports d'enquête, c'est des notes d'information, des lignes directrices, mais c'est la seule chose tangible qu'ils ont. Et je fais un peu de pouce là-dessus. L'aspect pédagogique fait en sorte que, et de concert avec l'aspect institution relativement nouvelle ou qui continue de se développer, fait en sorte qu'il faut trouver un juste équilibre entre le langage juridique, qui est un petit peu jargon, Ou du moins technique. ou du moins technique, et, mais le langage clair et l'esprit de synthèse, parce que le rapport s'adresse évidemment à la personne visée, il s'adresse aussi à tous ses collègues qui peuvent être dans une situation analogue et le personnel politique et à l'ensemble du public et aux médias. Donc, et la plupart de ces gens-là ne sont pas juristes. Donc, il faut trouver un langage juridiquement juste, mais en même temps accessible à l'ensemble. Absolument. Puis donc, je pense que ça résume pas mal l'enquête, là. On a parlé de l'ouverture, de la collecte, de l'analyse, puis l'analyse va mener à une conclusion. Donc, une conclusion soit de manquement ou de non-manquement. Et on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure. Donc, évidemment, les conclusions, elles sont appuyées, elles sont motivées. Bon, et donc, si il n'y a pas de manquement, si le constat est qu'il n'y a pas de manquement, le rapport va faire état de ce non-manquement et ça se terminera là. Et si jamais il y a une conclusion de manquement, alors à ce moment-là, le Code prévoit que le commissaire doit décider de l'opportunité ou non de recommander une sanction. Et donc, on parle à ce moment-là d'une recommandation de sanction et non pas de l'application d'une sanction. On l'a dit tantôt, en raison du privilège parlementaire, il ne peut être question que d'une recommandation de sanction et le cas échéant, c'est soumis au vote de l'Assemblée nationale, qui est la seule à pouvoir appliquer
et accepter de discipliner un de ses membres. Pour les constitutionnalistes qui nous écoutent, le fait de sanctionner, de discipliner les membres de l'Assemblée est un droit exclusif de l'Assemblée qui le conserve farouchement. Donc, effectivement. Euh, Tu disais, Ariane, que le processus se terminait là même quand il y avait un constat qu'il n'y avait pas de manquement. Le rapport est quand même déposé à l'Assemblée, dans le sens où il n'y a pas de sanction qui est recommandée, évidemment, mais le rapport est quand même rendu public lorsqu'il est demandé par un autre membre de l'Assemblée nationale. Oui, exactement. Quand ça fait l'objet, quand l'enquête a été débutée à la suite d'une demande d'un député, il y a automatiquement la production et le dépôt d'un rapport à l'Assemblée nationale. Par contre, quand c'est à l'initiative du commissaire, à ce moment-là, il y a une possibilité de ne pas déposer de rapport. Et c'est une prérogative qui est probablement justifiée par le fait, des fois, quand c'est à l'initiative, l'enquête n'est pas connue, et donc peut-être qu'il peut ne pas être opportun de déposer un rapport. Donc ça, c'est vraiment la prérogative du commissaire et pour toutes sortes de raisons. Ça peut être pour l'intérêt public, ça peut être protéger les personnes, les témoins. Il peut y avoir toutes sortes de raisons qui peuvent faire en sorte qu'une enquête débutée à l'initiative ne fasse pas l'objet d'un rapport. C'est quand même important de le souligner. Mais sinon, effectivement, même sans manquement, il y a le dépôt d'un rapport qui clôt le processus. À noter, c'est plus rare, mais advenant qu'il y ait une enquête sur un membre du personnel politique, évidemment, là, il n'y a pas de dépôt à l'Assemblée nationale du rapport. C'est transmis à la personne, à l'élu dont le membre du personnel qui est responsable du membre du personnel. Évidemment, il n'y a pas de recommandation de sanction non plus. On se retrouve là plus dans des mesures de discipline en droit du travail. Mais voilà, donc... Mais je pense que c'est quand même important tant qu'à l'aborder, juste de préciser Évidemment. effectivement, là, quand on parle du personnel politique, donc le commissaire a un pouvoir d'enquête. Par contre, il est quand même plus limité. C'est-à-dire que, bon, je peux évidemment le débuter à mon initiative, mais c'est pas n'importe qui peut présenter une demande d'enquête non plus, donc sur un membre du personnel politique. Et donc, ça, c'est important. Puis, évidemment, aussi, tu l'as dit, le rapport n'est jamais public, à moins que la seule personne à qui le rapport est remis, c'est le député qui est employeur de cette personne-là. Et donc, si le rapport, je veux dire, si le député souhaite le rendre public, c'est sa prérogative, mais il ne sera pas déposé à l'Assemblée nationale et il ne peut pas y avoir de recommandation de sanction, là, donc de toute façon, du tout à cet égard-là. Puis ça, je pense que c'est quand même important de le préciser. Je pense qu'on a fait le tour, hein? Et j'allais vous demander si on avait oublié quelque chose d'important dans ce grand tour d'horizon du processus d'enquête. Ariane, je te laisserai peut-être le mot de la fin. Ben, en fait, je n'ai pas l'impression qu'on a oublié quelque chose, mais le fait est qu'on a sûrement oublié quelque chose. Mais bon, c'est pour ça qu'on a publié une note d'information, c'est parce qu'on a essayé d'y rassembler toutes les informations pertinentes, mais ça donne, je pense, un portrait quand même, un éclairage pour les personnes qui nous écoutent. Voilà, moi, mon mot de la fin, ça serait peut-être s'il y a pour les citoyens, pour la population qui nous écoute, c'est de redonner le message qu'il ne faut pas hésiter à nous contacter s'ils pensent qu'ils ont des informations, même s'il ne peut pas y avoir de demande d'enquête d'un citoyen. On récolte l'information et c'est un volet important, puis c'est nécessaire dans la réalisation de la mission du commissaire. Et d'ailleurs, le guide, comme les rapports d'enquête qui ont été déposés depuis le début de l'existence du commissaire, sont sur le site web, donc www.ced-qc.ca. Vous pourrez retrouver l'information sur le site web si vous avez une passion comme nous pour la déontologie parlementaire. Ben écoutez, je vais vous remercier. Merci Pascal, merci Ariane pour notre épisode d'aujourd'hui.
Évidemment, je vous remercie ceux qui nous écoutent. Je vous invite encore une fois à notre prochaine note de bas de page. Une très bonne fin de journée. Merci à vous deux. Merci.